On va plonger ensemble dans un monde vraiment étrange, un monde intime où nos vies, celles des humains et celles des insectes se rencontrent, se heurtent parfois. C'est un univers fascinant, rempli de contradictions qu'on explore aujourd'hui en s'inspirant du livre Insectopédia de Hugh Raffles. Regardez bien cette image, elle est parfaite pour illustrer le grand paradoxe de notre relation avec les insectes. Là, dans un musée, bien protégé derrière une vitre, ils sont magnifiques. Ce sont des objets de curiosité, presque des œuvres d'art. Mais imaginez une seconde, que cette vitre disparaisse. Que ressentirait-on à ce moment-là? Voilà, cette citation met le doigt dessus. On a en nous ces deux pulsions complètement opposées, l'admiration pour leur beauté et cette espèce de répulsion instinctive. C'est ce conflit permanent qu'on va décortiquer ensemble. Pour essayer de comprendre ce paradoxe, il faut d'abord partir d'un constat tout simple. Notre relation avec les insectes est d'abord définie par le fait que, la plupart du temps, on ne les voit même pas. 1/2 centimètre, c'est tout petit. Pensez-y, c'est la taille moyenne d'un insecte adulte. Forcément, avec une taille pareille, l'immense majorité de leur existence nous échappe complètement. Même la science a tendance à se focaliser sur les exceptions, les géants de ce monde miniature, et à ignorer cette majorité silencieuse et invisible. Alors que se passe-t-il quand, justement, on finit par les remarquer? Souvent, ils deviennent, malgré eux, des écrans sur lesquels on projette nos propres angoisses. Le travail de l'artiste Cornelia Hesse-Honegger l'illustre à la perfection. Cette phrase, elle est tellement juste. Else Honegger, elle peint des insectes difformes qu'elle trouve près de centrales nucléaires. Mais comme elle le dit si bien, ces peintures ne parlent pas vraiment des insectes. Elles parlent de nous, de nos peurs de la contamination, de ce qui est invisible et qui nous menace. L'insecte devient un messager. Et cette petite punaise mal formée, elle nous connecte à un débat scientifique qui dépasse de très loin son cas. D'un côté, il y a le modèle officiel, qui dit en gros que les faibles radiations ont de faibles effets, et de l'autre, une théorie qui affirme qu'il n'y a aucun seuil de sécurité, que même une toute petite dose peut avoir des conséquences graves. La peur qu'on projette sur l'insecte, elle a donc une origine bien réelle. Bon, on a vu la peur, mais il ne faut surtout pas croire que c'est la seule relation possible. Loin de là. On va changer complètement de décor pour voir comment, dans d'autres sociétés, les insectes sont au cœur de la culture, de l'économie, de l'identité même des gens. Prenez la Chine, par exemple. Le combat de cricket, c'est un univers culturel d'une richesse incroyable. Ces petites bêtes, choisies pour leur combativité, deviennent des acteurs d'une tradition qui a des siècles. Mais regardons un autre exemple, tout aussi fascinant, cette fois au Niger. Ici, au Niger, le criquet n'est pas juste le fléau biblique qu'on imagine. C'est une source de nourriture essentielle, une ressource. Et pour ceux qui ont quitté le pays, c'est le goût de la maison, un lien puissant avec leurs racines. Là, on assiste à une transformation incroyable. L'insecte, qui ailleurs est un symbole de dévastation, devient ici un plat réconfortant, une marchandise qui connecte les gens à leur terre, même à des milliers de kilomètres. La relation est complètement inversée. On va maintenant aborder un sujet, disons, plus complexe, plus sombre. On va explorer les frontières vraiment extrêmes de cette interaction entre humains et insectes, en essayant de comprendre un phénomène très particulier, avec un regard neutre. Cette image nous introduit à la psychologie de ce qu'on appelle le crush fétiche, le fétichisme de l'écrasement. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que le fantasme ne repose pas sur une empathie avec l'insecte. Au contraire, il s'agit de s'approprier ses qualités supposées, son insignifiance, sa vulnérabilité absolue. Cette pratique est restée très confidentielle pendant longtemps, mais elle a éclaté au grand jour à la fin des années 90, quand des vidéos ont commencé à circuler sur Internet, provoquant une véritable panique morale et par la suite une réaction des législateurs. Cette citation d'un homme politique américain est fondamentale. Elle est hyper révélatrice. En disant ça, les législateurs ont tracé une ligne éthique et légale très très nette. En se concentrant sur les mammifères, les animaux mignons, ils ont clairement défini quelles vies méritaient d'être protégées par la loi et lesquelles, comme celle des insectes, ne comptaient pas. Après avoir exploré cette zone d'ombre, on va maintenant se tourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers ce désir finalement très humain de se connecter à ce monde si différent du nôtre et d'essayer de le comprendre. Au Japon, il y a une figure qui incarne parfaitement ça, le Konshu Shonen, qu'on pourrait traduire par le garçon insecte. C'est une image presque mythique, celle d'une connexion pure, enfantine avec la nature, à travers la chasse aux scarabées, qui est une véritable passion nationale là-bas. Et cette envie de jeter un pont entre nos mondes, elle prend plein de formes différentes. Des tentatives artistiques, des expériences scientifiques, comme ces casques par exemple, qui essaient de nous faire voir le monde à travers leurs yeux. C'est une quête d'empathie sensorielle en quelque sorte. Ce qui nous amène à notre dernier point qui s'articule autour d'une très belle idée du philosophe Roger Caillot, l'idée que la connaissance, la vraie, ne vient pas détruire l'émerveillement. Au contraire, elle le nourrit. Caillos parlait d'une science diagonale, une science qui accepte le mystère, qui n'a pas peur du désordre. Pour lui, le but n'est pas de résoudre les insectes comme on résoudrait une énigme, mais de continuer à s'émerveiller devant leur infinie complexité.
Et c'est peut-être ça la clé de tout. Au fond, on ne se retrouvera jamais vraiment dans ces créatures. Hugh Raffles parle d'un espace profond et mort, sans réciprocité. C'est justement parce qu'ils ne sont pas un miroir de nous-mêmes que notre fascination pour eux est sans fin. On termine donc cette exploration sur une question. Et si, au final, tout l'intérêt n'était pas de chercher à tout prix un reflet de nous-mêmes dans ce monde minuscule, mais plutôt d'accepter de s'y perdre, de se laisser fasciner par son étrangeté radicale? La question reste ouverte.